L'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. On aime bien tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut toucher. Et la pierre, c'est vraiment quelque chose dans lequel on a vraiment confiance. À côté de ça, on a la bourse. Avec environ 2,5% des Français qui investissent en bourse aujourd'hui, on est encore très loin par rapport à certains pays. On est vraiment en retard là-dessus. Et pourtant, ailleurs comme aux États-Unis, par exemple, c'est quelque chose qui est beaucoup plus démocratisé. Alors, est-ce qu'on doit plutôt investir en bourse ou en immobilier? Bon, c'est vrai que c'est quand même assez difficile de faire une comparaison des deux parce que ça n'a rien à voir, mais je trouvais quand même que c'était intéressant de vous en parler aujourd'hui. Après, je vais pas vous dire que la bourse est meilleure que l'immobilier ou que l'immobilier est meilleur que la bourse, même si j'ai quand même mon avis là-dessus, mais c'est pas le but. Je vais surtout essayer de vous donner le maximum d'informations possibles, les avantages, les inconvénients, et aussi toutes les choses qu'on sait pas forcément pour qu'à la fin vous puissiez vous faire votre propre opinion et choisir ce qui sera le plus cohérent pour vous. Alors la bourse, c'est un marché où on va échanger des parts d'entreprise qu'on appelle des actions. Donc on achète ces parts et si jamais l'entreprise prend de la valeur avec le temps, et ben ces parts elles vont augmenter. Au début, on va peut-être acheter une part à 20 €, mais ensuite avec le temps, elle va peut-être valoir 50 €, 100 €, 200 €. Et là, on va faire une plus-value. Et il y a aussi certaines entreprises qui versent des dividendes, c'est-à-dire qu'elles vont nous donner une petite partie de leurs bénéfices. Et en général, ça va arriver une ou plusieurs fois par an. Donc en gros, on va tout simplement mettre notre argent dans des entreprises pour qu'ils travaillent pour nous. Alors l'immobilier, c'est le fait d'investir dans un bien, ça peut être un appartement, une maison, un immeuble, un local, mais il y a plein de façons différentes de faire de l'immobilier. Alors déjà, il y a le fait d'investir dans sa RP, donc dans sa résidence principale. Là, c'est le logement dans lequel on va vivre. On va l'acheter pour y habiter, donc on touche pas de loyer. Et là, on peut pas vraiment parler d'investissement au sens strict, mais ce qu'on peut trouver avantageux, c'est de plus avoir à payer de loyer un peu à perte. On va investir pour se construire un patrimoine, mais là, c'est surtout plus un choix qu'un investissement, parce qu'en plus, on va chercher à utiliser notre capacité d'endettement maximale pour avoir le meilleur bien possible, et pas forcément pour maximiser la rentabilité. Ensuite, on a l'immobilier locatif. Donc là, le but, c'est d'acheter un bien pour le louer et de toucher des loyers ou sinon de faire une plus-value à la revente. Là, par contre, on peut parler d'investissement parce que le bien va nous générer des revenus et le crédit peut être financé en partie ou en totalité par les loyers. Bon, l'immobilier physique, c'est bien, c'est assez classique, on connaît tous à peu près. On achète un bien, on va le gérer ou on va déléguer la gestion avec tout ce que ça implique, mais il n'y a pas que ça qui existe. On a aussi l'immobilier papier. En fait, ici, on va pas directement acheter le bien, on va mettre notre argent dans des sociétés comme des SCPI et c'est elles qui vont gérer les différents types de biens. Ça peut être des immeubles, des bureaux, des locaux, vraiment tout type de biens immobiliers. Et nous, on va toucher des loyers. Donc l'avantage de ça, c'est que c'est beaucoup plus passif et accessible. On n'a aussi pas de gestion, on n'a pas de gestion des locataires, on n'a vraiment rien de tout ça. En fait, on s'occupe pas de l'immobilier. Mais les inconvénients, du coup, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur les biens. Les rendements dépendent aussi des différentes sociétés. Et c'est aussi un investissement qui est moins liquide parce qu'on récupère pas ses fonds immédiatement. Alors la bourse, c'est clairement l'investissement le plus accessible en termes d'argent au départ. Aujourd'hui, on peut clairement investir avec ce qu'on a, c'est-à-dire même 10 €, même si les rendements ne seront pas extraordinaires, c'est quand même possible de le faire. Et on peut aussi investir progressivement tous les mois parce qu'en fait, on peut acheter des fractions d'actions. En fait, c'est des petits bouts de la part. En gros, si vous achetez une part, si vous voulez une part qui coûte 200 € et que vous avez que 20 € à investir par mois, et ben tous les mois, vous allez pouvoir acheter des fractions de cette part-là. Donc vous allez acheter 20 €, puis 20 €, puis 20 €. Et puis même, vous n'êtes même pas obligé d'acheter toute la part en entier. Bon, forcément, du coup, le rendement ne sera pas le même que si vous aviez toute la part. Déjà que c'est un petit bout d'un petit bout. Mais voilà, c'est quand même, c'est possible de faire ça. Par contre, c'est pas encore possible d'acheter des fractions d'actions sur PEA, mais ça, c'est le cadre juridique français qui impose ça. C'est pas lié aux différents courtiers. Du coup, là, dans ce cas-là, on devra acheter des actions ou des ETF au prix complet. Et justement, en bourse, on peut aussi acheter des ETF qui sont des paniers d'actions et qui vont nous permettre d'investir dans plusieurs entreprises d'un coup. En immobilier, par contre, c'est très différent parce que là, on parle quand même de montants plus élevés. Quand on achète un bien immobilier, il faut généralement prévoir un apport, même si il peut être assez faible. Il y a des frais aussi de notaire, parfois des travaux et des petites choses qu'on n'anticipe pas forcément en amont. Donc de base, ça rend quand même l'immobilier moins accessible que la bourse. Par contre, il y a une grosse différence, c'est le crédit. Et c'est là que l'immobilier devient intéressant parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier. En fait, la banque, elle va nous prêter de l'argent, on va acheter un bien avec de l'argent qu'on n'a pas encore et c'est ensuite les loyers qui vont nous permettre de rembourser en partie ou en totalité ce crédit. Donc là, on a d'un côté la bourse qui est très accessible, il n'y a pas besoin de crédit, il faut généralement peu d'argent au départ, c'est assez flexible aussi et ça peut permettre de se construire un patrimoine important si on est bien formé et discipliné. Et de l'autre côté, on a l'immobilier qui est plus difficile au départ avec des montants plus élevés. Par contre, on a la possibilité d'utiliser le crédit et ça permet aussi de se construire un patrimoine à condition que le projet soit bien géré.
Alors quand on parle de rendement en bourse, on parle surtout sur du long terme. Historiquement, la bourse, elle a rapporté entre 6 à 8% brut par an, avant les impôts, les prélèvements sociaux et les frais éventuels, et dividendes réinvestis. Par contre, évidemment, c'est pas linéaire. Il y a des années qui vont être très positives et d'autres qui vont être négatives. Et les gains ne sont pas garantis, c'est-à-dire que la valeur peut monter, mais aussi descendre sur de courtes périodes. Donc le vrai potentiel de la bourse, il vient surtout du temps, des intérêts composés et de la régularité qu'on va avoir. Plus on va investir longtemps et plus on va augmenter la probabilité d'avoir des rendements intéressants, à condition d'être bien diversifié et d'avoir une bonne stratégie pour ne pas non plus s'auto-saboter. En immobilier, en général, l'investissement locatif, il vise plutôt 3 à 7% brut par an, mais pour avoir le net, il faut enlever les charges, les impôts, les éventuels travaux, la vacance locative, donc le fait que le logement soit inoccupé. Du coup, le rendement, il peut être bien plus bas que ce qu'on avait imaginé au départ. On peut gagner de l'argent grâce au loyer, aux plus-values à la revente et aussi grâce à l'effet de levier du crédit. Et là, contrairement à la bourse, la baisse, elle est moins brutale, mais la liquidité est beaucoup plus faible aussi. C'est-à-dire qu'on peut pas se lever un matin et se dire bon, je vais vendre mon bien. C'est des démarches qui peuvent prendre beaucoup de temps avant de réussir à vendre son bien, alors qu'en bourse, c'est quasiment immédiat. Donc, pour récapituler, en bourse, on peut s'attendre à un rendement d'environ 4 à 6% net par an si on utilise une bonne enveloppe fiscale et qu'on fait attention aux frais. Rien ne nous oblige à investir, à part si vous avez des plateformes qui ont des minimums d'investissement par mois, mais sinon on n'est pas obligé d'investir. Par contre, les gains ne sont pas garantis si on investit sur une courte période et si on choisit pas les bons placements. Construire un patrimoine en bourse, ça repose surtout sur la discipline, la régularité et vraiment sur la gestion de ses émotions. En immobilier, on peut s'attendre à un rendement d'environ 2 à 4% net par an si le bien est bien acheté, bien situé et correctement géré. On a aussi un engagement long terme avec des crédits sur plusieurs années. En général, c'est 15 à 25 ans. On doit verser des mensualités obligatoires pour pouvoir rembourser ce crédit, mais au moins on a un actif qui est physique et tangible. En fait, l'immobilier, il a quand même cet avantage de nous permettre de créer une épargne et un patrimoine de manière assez automatique grâce au crédit et aux mensualités, alors qu'en bourse, ça repose surtout sur notre discipline personnelle. Le principal risque en bourse, c'est surtout la volatilité, le fait que les prix peuvent varier assez rapidement. Donc à court terme, la valeur de notre portefeuille peut beaucoup fluctuer, mais le vrai danger, c'est même pas la baisse en elle-même, c'est plutôt le fait de paniquer, de vendre au mauvais moment ou de sortir quand les marchés baissent. Et beaucoup de pertes en bourse ne viennent pas du marché, mais plutôt du comportement des investisseurs. Les autres risques, ils sont surtout liés à une mauvaise diversification, ne pas comprendre ce qu'on fait, chercher à timer le marché et surtout ne pas gérer ses émotions. En immobilier, les risques ils vont être différents. Les principaux risques, ils vont surtout être lié à la vacance locative, donc le fait que le logement soit inoccupé, aux impayés également de loyer, donc les locataires qui ne payent pas leur loyer alors que le crédit continue, aux potentielles dégradations du logement, aux travaux éventuels qui engendreraient du coup des coûts supplémentaires et à la mauvaise localisation, donc le bien il serait difficile à louer ou à revendre. Et évidemment, ça peut engendrer beaucoup de gestion, du stress, de la paperasse à gérer, des conflits et toutes les responsabilités que ça implique. Et il y a aussi un autre risque dont on parle pas souvent en immobilier, mais c'est le fait de dépendre du pays dans lequel on investit. Quand on a un patrimoine immobilier, on dépend forcément de la conjoncture économique, des règles fiscales et plus largement des décisions politiques du pays. Donc si jamais demain on n'est plus d'accord avec la politique du pays et qu'on veut partir, eh ben on va pas partir avec sa maison sur le dos. Soit il va falloir la revendre ou la gérer à distance, mais dans tous les cas, ça impliquera une gestion supplémentaire. Et donc qu'est-ce qui va se passer dans un monde, et c'est le cas de l'Europe, où la plupart des pays sont en déficit budgétaire? Il va falloir augmenter les recettes. Et donc on va augmenter les impôts. Et donc, on va taxer de plus en plus ce qu'on peut contrôler. Et l'immobilier, ça ne bougera jamais. Alors qu'en bourse, c'est beaucoup plus flexible. On peut partir, s'expatrier, tout en conservant ses investissements. Donc, pour récapituler, en bourse, on a un risque surtout psychologique, une forte volatilité à court terme, peu de gestion au quotidien et un patrimoine beaucoup plus mobile qu'on peut conserver même si on change de pays ou de situation. En immobilier, on a surtout un risque opérationnel, des problèmes concrets à gérer, un engagement à long terme et aussi évidemment une dépendance plus forte à la politique du pays. En bourse, notre investissement, il peut être vraiment très passif, surtout quand on investit de manière simple. On a juste à définir notre stratégie correctement et ensuite à l'appliquer tous les mois de la même manière. Donc ça peut vraiment nous prendre 5 minutes par mois. La vraie implication, ça va être surtout la discipline mentale. Pour l'immobilier, par contre, ça demande beaucoup plus d'implication, surtout au début. Alors déjà, avant d'acheter, on va avoir tout ce qui est recherche, visite, négociation, démarche bancaire, notaire. Après l'achat, on va avoir la recherche du locataire, qui peut arriver plusieurs fois dans l'année si on choisit mal son locataire. On a aussi la gestion des loyers, les travaux, la gestion des imprévus aussi. Et même en déléguant à une agence, il reste quand même des décisions à prendre et des responsabilités. Donc, pour récapituler, en bourse, ça demande très peu de temps, ça peut être très passif et ça demande surtout une bonne gestion émotionnelle. En immobilier, c'est un peu plus chronophage au départ, plus actif. Par contre, ça peut devenir plus passif avec de la délégation, mais jamais totalement.
Alors ensuite, on a la fiscalité, et ça, faut qu'on en parle aussi parce que c'est un point très important en France. En bourse, ça va surtout dépendre de l'enveloppe fiscale qu'on va choisir. Par exemple, sur un PEA, on ne paye pas d'impôt tant qu'on ne retire pas l'argent. C'est-à-dire qu'on peut vendre ou acheter des actions. On peut également garder de l'argent sur son portefeuille, enfin à l'intérieur de l'enveloppe. Et tant qu'on ne retire pas l'argent, de toute façon, on ne peut pas retirer l'argent avant les 5 ans, sinon notre compte est fermé. Donc tant qu'on ne retire pas l'argent, on ne paye pas d'impôt. Par contre, au bout de 5 ans, là, on va pouvoir retirer notre argent et à ce moment-là, on va payer uniquement les prélèvements sociaux. Donc c'est quand même très réduit. Sur un CTO, donc sur un compte titre, par contre, c'est différent parce que là, on va être imposé à la flat tax quand on vend avec des plus-values et quand on reçoit des dividendes. Mais par contre, si on reste investi sans trop de mouvement, et ben on réduit quand même l'imposition. Alors en immobilier, les loyers qu'on touche sont considérés comme des revenus, donc ils vont être imposables. Et en général, la fiscalité est quand même plus complexe et plus lourde à comprendre. Le rendement peut être très impacté par cette fiscalité, mais heureusement, par contre, on peut déduire certaines charges, parfois amortir le bien et réduire l'imposition. Mais ça demande quand même plus de connaissances et parfois l'aide d'un professionnel. On récapitule. En bourse, on a une fiscalité plutôt simple qui est très avantageuse avec le PEA et peu de gestion. En immobilier, par contre, on a une fiscalité plus complexe qui peut être aussi plus lourde sans optimisation et optimisable, mais ça demande un suivi. Alors ensuite, on enchaîne avec la liquidité. En bourse, c'est très simple. On a un investissement qui est très liquide, sauf exception. Si on a besoin de récupérer de l'argent, ça peut se faire assez rapidement, même si évidemment, c'est pas le but. Et surtout, il faudrait pas récupérer son argent au mauvais moment. Pour l'immobilier, par contre, pour récupérer son argent, c'est pas trop la même histoire. Il faut vendre le bien, trouver un acheteur, passer chez le notaire. Donc ça peut prendre plusieurs mois, parfois plus d'1 an. Et le prix dépend aussi du marché. Donc on récapitule. En bourse, c'est assez liquide, flexible, l'argent est disponible assez rapidement. Et en immobilier, c'est assez peu liquide, long et ça implique des décisions. Et enfin, le dernier point, pour quel type d'investisseur? Alors la bourse, elle peut être adaptée à nous si on veut quelque chose de simple, à commencer avec peu d'argent, qui peut être mis en place très rapidement et surtout si on n'a pas envie d'avoir à gérer des problèmes au quotidien. Par contre, il faut quand même s'accrocher et être à l'aise avec la variation de notre capital et il faut surtout penser à investir sur le long terme. Donc c'est très bien pour les débutants, pour les personnes actives ou pour les personnes qui veulent commencer à investir sans trop y passer de temps. L'immobilier, ça va être plus adapté à nous si on est prêt à s'investir davantage, si on veut également utiliser le crédit comme effet de levier. C'est bien aussi si on aime avoir quelque chose de concret et qu'on a une vision long terme qui est plus engageante. Donc c'est très bien pour les personnes qui aiment gérer, avoir le contrôle et s'impliquer sur un projet concret sur le long terme. Donc finalement, vous voyez, investir en bourse ou en immobilier, c'est pas vraiment une question de meilleur ou de moins bon investissement, c'est juste deux outils différents, avec tous les deux des avantages et des inconvénients. La bourse, c'est très bien parce que c'est flexible, c'est facile à gérer, mais ça demande quand même de la discipline et une capacité à rester calme sur le long terme. L'immobilier, c'est quand même plus engageant, peut-être aussi plus contraignant au départ, mais ça permet quand même d'avoir un patrimoine, quelque chose de tangible et de plus concret. Donc ce qui compte, c'est pas l'investissement en lui-même, mais c'est plutôt nos envies, notre situation personnelle, notre rapport au risque également, et évidemment nos objectifs. Et on peut très bien faire les deux d'ailleurs. La meilleure stratégie, c'est pas forcément de choisir entre la bourse et l'immobilier, mais c'est de comprendre les deux et de les utiliser intelligemment et au bon moment.